si tu veux bien prendre place. Donc je vais appeler sur scène et je vais pendant ce temps-là vous raconter la suite des événements. Madame Robetz, Monsieur Hibon et Monsieur Sampéré, si vous voulez bien me rejoindre. Je ne suis pas plus bouddhiste qu'une autre, mais j'attire votre attention sur l'impermanence des choses. On vous a annoncé une table ronde, en réalité elle est rectangulaire, et selon un critère cher au GPF, inventé par notre ami Michel Belot, nous allons ovaliser cette table ronde. C'est-à-dire que, bien sûr, nous avons là 4 interlocuteurs qui viennent de nos associations les plus compétentes et les plus proches, mais ils sont aussi dans la salle, les gens des associations les plus compétentes et les plus proches. Donc, pour cette table ronde, je vous invite à intervenir quand vous voulez, en levant la main évidemment, et pas tous à la fois, ça va de soi, mais quand vous voulez, n'attendez pas la fin pour poser les questions. Nous avons décidé de partager cette table ronde. Donc c'est une bonne chose. On a parlé beaucoup jusqu'à présent, finalement du cœur de ce qu'est l'accompagnement du polyhandicap, c'est-à-dire la rencontre. Et évidemment, la rencontre suppose qu'on ait à la fois les personnes et les professionnels qui les accompagnent et les parents. On a parlé beaucoup de la souffrance et des difficultés des professionnels. Et évidemment, ça induit de réfléchir sur, comme vient de le dire très justement Jean-Yves, leur qualité de vie. Parce qu'effectivement, pour bien accompagner des personnes, il nous faut des professionnels heureux. Ça nous paraît très important. Donc maintenant, je vais vous donner la parole. Je vous invite à vous présenter les uns après les autres et nous expliquer ce que vous mettez en place justement pour avoir des professionnels heureux. Professionnel heureux étant un professionnel bien traité, avec qui on fait preuve de bienveillance. Enfin, c'est exactement la même chose. Donc. Merci beaucoup. Donc, je suis Kathleen Robetz, je suis directrice d'un pôle, d'une MAS et d'un SAMSA, association Les Tout Petits, implantée dans le 91. Voilà. Alors moi, je m'appelle Benoît Hibon et j'interviens pour faire l'analyse des pratiques professionnelles avec les professionnels de la MAS, dont Madame Robetz est directrice. Je suis Nicolas Sampéré, je suis directeur d'un établissement du CESAP, donc situé à Rueil-Malmaison, Nanterre. Et c'est un établissement qui est composé de 3 services, un externat, un CESAD et un PCPE ouvert à la communauté 360. Et donc, on ne va pas représenter M. Quillien, qui n'était pas supposé faire partie de la table ronde. Là, je pense que vous commencez à avoir une petite idée de qui il est. Donc voilà, effectivement, des associations qui sont réellement expertes et spécialisées pour le polyhandicap. Donc, vous voyez, nous avons à la fois des représentations d'enfants et d'adultes. Et donc, c'est intéressant puisqu'on a évoqué les différences de moyens qu'on avait. Et donc, la responsabilité des directeurs, dans ce cas-là, et des mises en place de ce qu'ils font est considérable. C'est ce qui a été dit tout à l'heure pour reprendre les termes de Pifto rapportés par Jean-Yves. Donc, allez, Monsieur Sampéré, lancez-vous. Alors, quand Madame Tesnas m'a proposé d'intervenir, d'abord le sujet m'a vraiment attiré. Et du coup, j'ai ramassé rapidement toutes les expériences en fait, que j'ai en qualité de directeur pour essayer de vous présenter le travail qui est réalisé en fait, par nous tous en fait, au Cerisier. Et je pense que tous les mots que je vais vous remettre vont alimenter justement le débat qu'on va pouvoir avoir ensemble. Donc, j'ai écrit ces mots à ce titre. Vous avez vu que je viens avec beaucoup de documents et vous allez voir pourquoi. Alors, à ce titre, je représente, j'organise et je rends compte de l'activité des professionnels en qualité de directeur engagés par profession
dans les soins et les apprentissages pour les personnes en situation de polyhandicap, ainsi que de l'activité des professionnels qui mettent en place des solutions sociales, médicales et éducatives pour les personnes handicapées sans solution. Alors les équipes au Cerisier, c'est 3 équipes, 3 services, 49 professionnels, un service d'éducation spécialisé de soins et d'aide à domicile pour 40 enfants et adolescents et leurs familles et proches aidants, c'est un CESAD, un externat pour 20 enfants et adolescents et leurs familles et proches aidants, un pôle de compétences et de prestations externalisées pour 40 personnes en situation de handicap de tout âge, PCPE, dont une participation, comme je vous l'ai dit, à la communauté 360. Donc les métiers au Cerisier, un externat, 30 professionnels, un CESAD, 19 professionnels, un PCPE, 10 professionnels, 28 métiers médicaux, éducatifs et sociaux. Alors à la question des experts, la réponse est simple, c'est oui. Tous diplômés d'État, experts, chacun dans son domaine de compétences, médecins de rééducation fonctionnelle, médecins, médecins neuropédiatres, infirmières, auxiliaires de puériculture, orthophonistes, éducatrices jeunes enfants, éducatrices spécialisées, accompagnants éducatifs et social, éducatrices scolaires, orthopédagogues, psychomotriciennes, masseurs kinésithérapeutes, assistantes sociales, psychologues, monitrices éducatrices, conseillères de parcours, ergothérapeutes, comptables, maîtresses de maison, professeurs des écoles, professeurs de sport adapté, agents de service, ouvriers qualifiés, secrétaires, chefs de service, directeurs, directrices de pôle. Autodétermination, pouvoir d'agir? Alors je réponds oui, dès l'origine, on ne vient pas à ces métiers sans le vouloir. Ensuite, tout dépend de la bonne santé de l'organisation. Être en situation de polyhandicap impose, comme vous l'avez dit, très bien dit, impose un accompagnement pluridisciplinaire nourri par des regards croisés permettant de connaître, comprendre, décider ensemble des moyens et des objectifs pour accompagner la personne. Un savoir unique, singulier, professionnel et parental, une expertise transdisciplinaire qui énonce le projet personnel de la personne accompagnée, qui porte pour elle une ambition, son bien-être, la compréhension d'elle-même, des autres, du monde. Les soins, les apprentissages tout au long de la vie pour vivre. Vivre la joie d'exister avec les autres camarades, la joie d'être au monde comme tout à chacun. Nous travaillons à cela, car nous sommes là. Tu n'es pas seul. Nous faisons des projets individuels et collectifs pour toi et avec toi, et nous les vivons ensemble. Nous savons te rencontrer, te rejoindre là où tu es, prendre le temps d'être avec toi. En qualité de professionnel de l'intervention médico-éducative et sociale, lorsqu'il est question de relations, qu'il s'agisse de bébés, d'enfants ou d'adultes lourdement handicapés, le postulat fondamental de l'intervention est le suivant. L'autre, vulnérable, est positionné comme mon égal humain et comme partenaire à part entière de la relation. L'intervention est donc avant tout une rencontre entre deux personnes engagées dans l'être au monde. Elle se fonde sur un intérêt réel et profond pour l'existence de l'autre, quelles que soient les particularités de son mode d'être au monde, du fait de son immaturité ou de sa dysmaturité, la personne accompagnée est d'emblée reconnue comme un être désirant. Donc je dois prendre en compte et encourager le vouloir être et le vouloir agir, que je dois aider à développer un pouvoir et un savoir agir. Je cite Marie-Thérèse Castin en 2017, et vous avez ce savoir-là dans le livre que j'ai amené, dont je vais vous parler, que vous connaissez bien sûr.
Dans le champ médico-éducatif et social, le professionnel se positionne, donc d'une certaine manière. Un savoir-faire unique qui permet la rencontre, la relation de sens, une autodétermination au service d'une relation pour la vie. Oui, tu es une personne très importante, ici et maintenant, hier et demain. Citoyen, petit ou grand, nous travaillons pour toi et avec toi et les tiens. Je partage la conviction énoncée par M. Denis Pifteau, oui, le pouvoir d'agir des personnes accompagnées et la revalorisation des métiers de l'accompagnement appellent une même chose, un projet de société. Un projet de société de respect absolu de la personne humaine, qu'elle soit aidée et apprenante, ou bien accompagnante et sachante. Un projet de société en discordance absolue avec ceux et celles qui, à partir d'un regard social malade, ignorent, dévalorisent l'un et l'autre, au motif que les premiers ne sont pas assez forts, trop fragiles, non rentables économiquement peut-être. Au motif pour les seconds qu'ils sont professionnels problèmes, car plaignants de voir se vivre et vivre tant d'injustices. Devoir d'alerte, pouvoir d'agir. Je remercie le GPF pour la prise de parole de Mme Tézenas comme contribution donc au rapport de M. Pifteau. Le devoir d'alerte a été fait, donc on peut nous se concentrer au travail, puisque nos associations ont fait connaître la situation explosive du terrain. Donc ça donne de la sérénité pour pouvoir se consacrer aux enfants, puisque nous sommes là pour ça, et aux adultes et aux adolescents, bien sûr. Sans attendre davantage ce projet de société, il commence dans nos organisations, et le directeur en est le maître d'œuvre. Donc pour l'instant, début du XXIe siècle. Il a en effet ce pouvoir d'agir pour faire vivre une organisation au service du pouvoir d'agir des professionnels, au service de personnes accompagnées pour lesquelles l'organisation existe. Comme le professionnel en relation pédagogique a un pouvoir d'agir pour travailler à ouvrir tous les possibles à la personne accompagnée, le directeur a un pouvoir pour travailler à ouvrir tous les possibles nécessaires à l'exercice des métiers dans une organisation respectueuse de chacun. Le mot « service » prend ici un sens nouveau. Diriger, c'est être au service d'une organisation devant permettre aux professionnels de réaliser leur mission au service d'accompagnement de sens ajusté, adapté à chaque personne. Une organisation durable, solide, objectivant les pratiques, attractive par sa qualité de vie au travail, formatrice, à l'écoute des professionnels, ses sachants, ses humaines ressources qui sont la force même de l'institution. Savoir écouter les compétences de chacun qui s'expriment dans la création et la réalisation des projets. Savoir être à l'école de ces savoirs qui s'expriment au travers de la réalisation de chaque projet. Chercher ensemble, mettre des mots sur les pratiques des uns et des autres, les partager, les faire connaître. Considération absolue, faire gagner ses équipes en organisant le temps pour échanger, élaborer, partager les observations, structurer, clarifier les cadres, soutenir, écouter les attentes, répondre aux besoins de bon fonctionnement. Expliquer l'environnement interne, partager l'information, expliquer l'environnement externe, donner à voir sur quelle mer nous naviguons, comment nous naviguons, vers où nous naviguons, donner à chacun de comprendre ce qu'il fait dans le collectif. Pourquoi ce qu'il fait est essentiel. Expliquer, rassurer, diriger non pas par la peur, mais en rassurant et en renforçant la confiance. Comment ? En donnant à comprendre ce qui se passe dans le champ médico, éducatif et social.
les attentes, les contraintes, les enjeux, les freins, les impossibles et les possibles, construire une histoire commune, une culture commune, être au service ensemble pour le pouvoir d'agir sa propre vie de ceux et celles qui comptent sur nous aujourd'hui, et que nous serons à notre tour forcément heureux sur lesquels on sera heureux de compter demain. Bien heureux de vivre dans une société qui aime la liberté, contenue dans l'essence même du mot autodétermination. Donc là, c'est le cadre. L'idée, c'était d'apporter des mots, voilà, qu'on partage. Et après, je pense qu'on va rentrer dans le concret sur les modes de réalisation concrets qui me permettent de dire que c'est possible dans une organisation. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, puisque au Cerisier, on est au travail et que j'ai la chance, effectivement, d'observer depuis maintenant 14 ans des professionnels experts que j'écoute, qui m'amènent à avoir des pensées, à comprendre, à apprendre. Et je vous expliquerai, selon moi, le travail de directeur par rapport donc aux chiffres, aux mots et aux actes. Et voilà, ça sera la suite. Je vous remercie de m'avoir laissé le micro. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, parce que c'était vraiment une situation de rêve. Moi, ce que je retiens là tout de suite, c'est de prendre le temps, de mettre des mots, de partager. Et alors, la dernière formule magique que je trouve extraordinaire, c'était donner à chacun de comprendre ce qu'il fait et de quelle place. Ça me paraît... Donc, maintenant, nous vous écoutons. Moi, je rajouterais un mot qui me semble important, c'est prendre plaisir ensemble. Je pense que quand on est directeur, en tout cas pour moi, c'est prendre plaisir de travailler avec mes collègues. On parlait de bien-être au travail. Je pense que c'est réciproque, c'est autant mes collègues, autant moi, pour le bien-être des résidents qu'on accompagne. Pour revenir un peu à l'autodétermination, quand on a travaillé le sujet avec Benoît Hibon, une symbolique m'est apparue. Dans mon bureau, j'ai une horloge dans laquelle apparaît plein d'engrenages. Et finalement, on s'est dit, tous ces engrenages, c'est nous. Et ces aiguilles qui tournent, pour qu'elles tournent bien, ça représenterait un peu le projet au service du résident. Pour qu'elles tournent bien, il faut que tous ces engrenages fonctionnent. Autodétermination, auto c'est moi, détermination c'est moi qui décide. Eh bien merde alors, je suis directrice et maintenant voilà que ce sont mes collègues qui vont décider. Dans la conception du management, on pourrait se dire, oh là là, mais où va-t-on ? Je pense, et j'en suis convaincue, ce qu'on a déjà pu dire tout à l'heure, management directif pour moi, ça serait... juste mettre mes collègues AES et ES, infirmières, peu importe, dans la hiérarchie, juste une place d'exécutant, dont la pensée serait limitée. Dans mon management et dans ce que je propose à la masse avec mes collègues chefs de service, on favorise vraiment le management collaboratif. Je suis désolée, mais j'avais la même slide que vous avec les 4 composantes de l'autodétermination que j'ai un peu développées. On parle d'autonomie, savoir faire des choses par soi-même. Aujourd'hui, à la masse, malheureusement, mais j'ai envie de dire heureusement, on parle d'experts, ils ne sont pas tous qualifiés, c'est des candidats élèves, c'est des personnes qui viennent de tout horizon, qui n'ont pas de diplôme et pour autant, ils ont une sacrée expertise. Sur 32 professionnels sur lesquels je devrais compter, j'en ai 12 aujourd'hui. Comment faire quand on n'a que 12 AES ou aides-soignantes sur 32 ? Comment leur permettre cette autonomie finalement ? Mon job, c'est de rendre l'environnement facilitateur pour justement qu'ils gagnent en autonomie, être en mesure qu'ils puissent identifier leurs ressources. Et leurs ressources, c'est nous. C'est nous aussi, cadres de direction, qui sommes là, présents, pour les accompagner. Je pense aussi qu'un directeur ne sait pas tout. Je suis honnête et je dis humblement aux collègues, je ne sais pas. Vous savez.
Et peut-être que vous ne savez pas, mais le résident va vous apprendre à connaître, à savoir. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans cette logique d'engrenage où chacun s'apporte et chacun gagne en autonomie. On est vraiment, ce qu'on disait tout à l'heure, sur une organisation apprenante. Chacun apprend de chacun et chacun avance ensemble. Vous parliez de se connaître, l'autoréalisation. C'est savoir qui on est, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Un environnement pluriel, riche en opportunités, qui permet d'affiner la connaissance de soi. Aujourd'hui, on est convaincu que nos professionnels ne connaissent pas tout ce que j'ai pu dire, mais aussi ont des limites dans leur accompagnement, ce que renvoie la personne qu'on accompagne, ce qu'elle nous renvoie donc à la masse. Ce qu'on aime entendre de nos professionnels, c'est « mais à vos yeux, qui est cette personne que vous accompagnez ?» Et donc on peut voir dans les échanges finalement qu'une personne accompagnée peut générer de l'empathie, beaucoup d'empathie pour certains professionnels. Pour d'autres professionnels, ça va générer de la colère parce que ils sont limités dans leur interaction. Et heureusement, parce que du coup ça viendrait dire, moi ce que je le souligne, c'est finalement cette personne que vous accompagnez ne se comporte pas de la même manière avec vous tous. Et tant mieux, c'est être humain en fait, de ne pas de répondre à une sollicitation suivant la personne qui vous interpelle. On parlait également tout à l'heure d'être capable, l'empowerment, c'est être conscient de ses propres capacités. On parlait de réflexion éthique. Valoriser les collaborateurs, les collègues, ça leur permet également de gagner en confiance en soi. Je pense qu'on apprend de ses réussites, on apprend de ses échecs. Et je suis convaincue qu'un directeur doit soutenir ces moments de réussite, mais de faiblesse. Et ce sont des vrais moments de gain et du coup de valorisation malgré tout. Parce que du coup, les collaborateurs gagnent en expertise également. On parlait d'organiser avec justement les groupes d'analyse de pratiques professionnelles, s'adapter aux situations. Comment je fais quand j'observe et où est-ce que je peux déposer toutes mes observations. Et donc, je pense que ce qu'on met en place avec M. Hibon sur l'analyse des pratiques professionnelles est une vraie ressource pour les collègues. Donc, je vous laisse prendre la parole. C'est bien organisé, hein. Alors moi, par rapport aux intervenants qu'il vient d'avoir, mon travail, c'est d'être un ignorant au service des professionnels. C'est une façon de dire les choses un peu provocatrice, pour rire. Moi, je ne travaille pas directement avec les personnes accompagnées. Moi, je ne suis pas tous les jours avec elles. Moi, je suis garant d'un moment dédié qui vient à intervalles réguliers, mensuel en l'occurrence, et où je suis au service des professionnels et uniquement des professionnels. Et ils savent que ce qui se dira là où nous nous réunissons, qui n'est pas une table ronde ni ovale, mais une table à géométrie variable, indiscutablement, et ils savent que ce qui se dira là, moi je le garderai strictement pour moi. C'est donc d'abord une histoire de confiance. Confiance entre l'institution, incarnée par Madame Roubette, l'association et moi-même, qui nous disons, nous nous faisons assez confiance pour nous laisser ces temps d'espace. Et Madame sait parfaitement que je ne lui dirai rien, enfin dans la limite de ce que prévoit le droit pénal, bien sûr, mais que je ne lui dirai rien de ce qui sera dit dans l'analyse des pratiques professionnelles. Les professionnels viennent, et là, on est dans la transversalité. C'est-à-dire que toutes les corporations, si j'ose dire, sont représentées. Travail social, médical, services généraux, secrétariat, etc. Et moi, je travaille de la manière suivante. Je suis d'école psychanalytique assumée.
on part toujours de l'histoire d'une personne, une vignette clinique. Donc les professionnels arrivent et racontent quelque chose qu'ils ont besoin de raconter à ce moment-là. Et d'un. Ça concerne forcément quelque chose qui relève de la relation avec la et les personnes accompagnées. Il a été très bien expliqué précédemment que, bien sûr, il y a les résidents, il y a aussi beaucoup les parents qui sont concernés, les fratries, toutes les personnes qui peuvent être les interlocuteurs ou les interlocutrices des professionnels. J'aime bien comparer ça à un artisanat. J'aime bien l'image de l'artisanat. C'est-à-dire que j'aime bien dire à chaque professionnel, alors ceux qui dans la salle participent au groupe, pour se faire des sourires en coin, qu'ils ont tous une boîte à outils, comme tout artisan. Et qu'au fur et à mesure de sa professionnalisation, il remplit sa boîte à outils, l'artisan. Et au fur et à mesure qu'il avance dans son métier, quel qu'il soit, secrétaire, dactylographie, infirmière, éduc, tout ce que vous voulez, il fait ses outils à sa main. C'est ça l'artisanat. Si vous êtes très bricoleur, ce que je ne suis pas du tout, je suis d'autant plus à l'aise pour utiliser cette image, mais si vous faites les outils à votre main et si un autre prend l'outil, ça ne sera pas la même chose. Et puis, au fur et à mesure que vous rencontrez les situations, il faut vous en inventer d'autres outils, les rajouter dans la boîte. Et c'est uniquement en lisant, en relisant et en partageant ce qui se passe par rapport à des situations données, sur les histoires qui sont amenées, qui ont posé problème ou qui n'ont pas posé problème. J'aime bien rappeler ça aussi des fois, lors de la première séance. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'analyse des pratiques? Oui, c'est là qu'on vient essayer de parler de nos problèmes, mais sans les cadres. C'est ça, on dit souvent ça. Alors, il n'y a pas les cadres, ça c'est un fait, mais ce n'est pas une obligation de parler que des problèmes. Bon, alors il faut être honnête, dans 70% des cas, c'est quelque chose qui coince, mais on peut parler d'un truc qui a une super réussite et qu'on aimerait bien mettre dans la boîte à outils aussi. Très important. Et parfois, j'ose dire que l'un n'empêche pas l'autre. Ce qui a été problème devient aussi... Après, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui dans la vie n'est pas comme ça, je laisse ça à votre réflexion. Moi, mon travail, c'est d'écouter ce que ces personnes me racontent par rapport à des personnes que je ne connais pas. Je ne travaille pas avec les personnes accueillies. Alors, il m'arrive d'en croiser, je ne suis pas un goujat, il m'arrive de parler avec elles, reconnues par certaines, voilà, je veux dire, tant qu'on n'est pas en séance, nous vivons de manière civile. Mais, une fois qu'on est en séance, moi, je ne suis pas le psy qui s'occupe des usagers. Et au risque de choquer, ce qui n'enlève rien, au contraire, qui rajoute beaucoup de choses aux collègues, ça ne peut pas être le psy qui s'occupe des usagers qui fait ce travail-là. Il faut que ce soit un ignorant. Alors moi, ça me va, je le suis depuis longtemps, mais vous ne pouvez pas être à la fois l'acteur et celui qui écoute de façon libre et de manière un peu suspendue, naturellement. Donc j'écoute ce qu'on me raconte. Bon, on n'a pas un temps indéfini, malgré la bonne volonté de ma voisine, donc il faut être un peu le maître du temps, mais on essaie de se diviser en 3 tiers inégaux, mais on y arrive assez bien. J'écoute. Donc il m'est raconté l'histoire. Après, ils m'écoutent, ceux qui sont autour de la dite table. Et je leur dis ce que l'histoire m'a fait, sachant que je ne connais pas un tel ou une telle, ses parents, ses frères, ses sœurs, que je ne connais pas forcément non plus la manière dont les gens travaillent ensemble, qu'on peut faire allusion à des collègues parce qu'on travaille ensemble, donc je ne connais pas plus que ça, ou qui ne sont pas là. Enfin, j'écoute tout, et je leur rends ce que ça me fait, ce que ça me dit, ce que ça évoque, ce à quoi ça me renvoie. Je commence à avoir un âge où mon avenir est plutôt derrière moi, donc j'ai beaucoup de souvenirs, donc tout ce qui fait résonance. Et ça, je leur rends. Voilà ce que ça m'a fait, voilà ce que ça me dit, voilà ce que ça m'évoque, voilà. En sachant qu'avant, je prévèle toujours un petit temps pour leur demander ce que je ne comprends pas. Les prénoms, les sigles, tous ces trucs. Et après, nous discutons. Alors, je leur dis dès le début, si vous cherchez une solution, un magicien, un coach, Merlin l'Enchanteur, je ne sais pas quoi, c'est pas moi.
Là, vous allez être très déçus. Ça ne marche pas comme ça. Bon. La solution, s'il y en a une, c'est vous qui allez la trouver avec ce que moi, l'ignorant, je vous aurais apporté. J'ai aucun mérite. Je leur fais poser des questions. J'aime bien l'image, pour si on connaît l'Afrique, vous savez, vous avez des lits de fleuves qui sont secs pendant toutes les saisons sèches et qui se remplissent soudainement quand il y a la saison des pluies. Et quand on travaille au bord de ces fleuves, des fois on oublie, surtout quand on n'est pas originaire du coin. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui est un peu au perché pour vous dire « Fais gaffe, le bruit que tu entends, c'est pas un camion, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est l'eau qui arrive, sors du cru, parce que sinon ça va t'emporter. » Ben, mon boulot, moi, c'est un peu ça. C'est de dire, il y a de l'eau qui arrive, faites attention, il me semble que c'est ça que vous entendez. Ce qui vous paraît coincé en contrebas, là, il me semble qu'il y a un rocher, il faut aller bouger quelque chose, sans doute là-dedans. C'est pas moi qui vais le bouger. Je sais même pas comment on va le bouger. Mais eux, ils vont vite trouver la solution pour aller le faire parce qu'ils sont dans le truc. Et puis après ça, l'équipe qui est autour de la table amène sa conclusion. Voilà, on reformule et on clôt avec ça. Et ils partent avec ça et ils font ce qu'ils en veulent. Et ils utilisent ça comme outil où ils veulent, sachant que le secret professionnel, évidemment on est tous dans le respect transversal, hein, mais eux ils peuvent utiliser des outils qui se sont fabriqués. C'est leur boîte à outils. Moi je pars discrètement, tranquillement, silencieux et j'ai fait mon travail pour ce mois-là. Voilà comment ça s'organise. J'espère pas avoir été trop long. Non. Madame, je passe la main. Je voulais juste vous dire que Benoît est un magnifique prénom, mais Candide, ça vous irait pas mal non plus. Oui, mes parents ont longtemps hésité. Tant qu'ils m'ont pas appelé mort du fait que je m'appelle Ibon, ça aurait été... Jean-Yves, tu veux ajouter quelque chose ? Je salue quand même cet élément de confiance énorme que vous avez mis en avant et qui me paraît absolument indispensable au rapport au sein des équipes. Parce que c'est vraiment, sans ça, on ne peut pas avancer du tout. Jean-Yves, tu veux ajouter quelque chose ? Tu n'es pas obligé. Je veux bien ajouter quelque chose. Parce que ça m'interpelle beaucoup, à vrai dire, vos témoignages. Moi-même, je suis directeur, donc c'est une question que je me pose au quotidien, on va dire. Hein, enfin, comme tous les directeurs, c'est notre travail de nous questionner sur toutes ces questions, la place de chacun, le respect de chacun. C'est juste pour rajouter peut-être un élément supplémentaire à ce qu'on a évoqué. Je reprends en pensant au schéma construit par Laloux sur l'histoire des organisations. Ça commence, si je me souviens bien des chiffres, il y a 100 000 ans. Donc ça donne la mesure du temps, je crois. Et je pense sincèrement, enfin en tout cas j'espère, qu'on commence, qu'on est dans une époque où il y a des nouvelles questions qui se posent pour tout un tas de raisons que je ne saurais pas décrire, mais où nous, alors le nous c'est toutes les personnes dont on a parlé aujourd'hui, hier, c'est-à-dire bien sûr les personnes que nous accompagnons, les personnes polyhandicapées, les familles, les professionnels, ont une place particulière et que notre travail, d'une certaine manière, c'est de permettre à chacun de trouver sa place. On n'a pas encore toutes les solutions. Hein. Moi, ça me questionne beaucoup parce que j'aurais beaucoup de mal à témoigner de ce qui se passe à Clairefontaine, hein, par exemple. Enfin, il y a des membres de l'équipe ici. Donc, moi, je n'ai pas de recul et je vois plus les problèmes que les solutions, à vrai dire, sans doute. Hein. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on a une réflexion collective, une intelligence collective
et grâce aux personnes polyhandicapées, pour dire le fond de ma pensée, qui nous permet d'être force de proposition, d'être dans une dynamique quand même, dans quelque chose où on se projette malgré la situation actuelle, qui est... Enfin, moi, ça fait des dizaines d'années que je travaille dans le secteur. Je n'ai jamais connu une situation aussi difficile qu'aujourd'hui, hein, sur beaucoup de plans. Mais voilà, je pense quand même que il y a une dynamique à saisir et qui est extrêmement motivante, et voilà, et de nous remettre collectivement au travail après les quelques années qu'on a passées. Je suis sûr que ça va marcher, mais voilà, ça demande du temps, et peut-être, je ne sais pas s'il faudra 100 000 ans, mais en tout cas, ça s'inscrit dans la durée, ça, c'est sûr. J'espère que non, c'est intéressant parce que ça reprend exactement les termes de M. Sampéré, donner à chacun de comprendre ce qu'il fait et à quelle place. C'est vraiment le... Alors, le bruit que j'entends, c'est pas l'eau qui déferle en Afrique, c'est la salle qui bouillonne. Qui veut intervenir? Encore les tout petits. Alors, il faut quelqu'un pour passer un micro, ce que je pourrais faire après tout. Ça me permet de garder le contrôle, l'air de rien. Je trouvais ça intéressant tout ce qui a été amené du rôle de directeur tout à l'heure. Il y a peut-être quelque chose en matière de complément qui manque sur la question de l'autodétermination, et c'est les questions que je pose quand je recrute un directeur. Ok, très bien, tout ce que vous avez dit était intéressant, mais clairement, la notion du management, comment elle est positionnée en matière de responsabilité. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, on se trompe quelque part. On se trompe puisqu'on pense qu'être directeur, s'organiser, c'est sûrement vrai, parce que ça fait partie des fonctions. Sauf qu'on oublie quelque chose qui est pour moi fondamental, la notion de responsabilité. Tant qu'on n'aura pas considéré que la personne qui a la plus grande proximité, je vous parle de l'AMP, je vous parle de la femme de ménage, je vous parle de tous ces métiers, on va dire, du quotidien qui sont vraiment en proximité, je ne vous parle pas du chef de service, du directeur, a la plus grande responsabilité, c'est-à-dire qu'elle a cette possibilité d'avoir un pouvoir de vie ou de mort sans un résident, parce que c'est l'AMP qui va donner à manger. C'est l'AMP qui va mettre, enfin l'AMP ou quelqu'un d'autre, qui va mettre Paul, j'aime bien Paul, sur son fauteuil, puisque c'est la femme de ménage qui, s'il n'a pas fait bien tout le ménage, on va être dans des conditions un peu complexes au niveau sanitaire. Si on ne considère pas les personnes qui ont une grande proximité en matière de responsabilité, la question de l'autodétermination passe à côté. Si je résume, pour moi, la personne qui a la plus grande responsabilité est la personne qui a la plus grande proximité. Sans elle, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de chef de service, il n'y a pas tout ça. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que depuis ces 2 jours, on parle de qualité. On parle de tout ça. Alors, je vais être un peu trivial, mais je le pense. La compétence se paye. Nos métiers ont une valeur. La compétence se paye. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on veut des gens compétents, on veut des gens qui restent dans nos institutions, on veut des gens qu'on amène dans des parcours de formation, on veut des gens qui évoluent, la compétence se paye. Voilà. Il n'y a pas de question, en fait, c'est des affirmations. Et voilà. Madame Tesnas, l'intervenant n'a pas terminé. C'est pas une question, mais vraiment, je pense que, pareil, dans les écoles de formation, on oublie la question de la responsabilité. Il faut pouvoir redonner de la responsabilité à nos professionnels. Il faut pouvoir les resituer, non pas dans une grille d'organisation, comme vous l'avez un peu décrit tout à l'heure, ce qui est vrai, mais il faut pouvoir leur redonner cette question, non pas du pouvoir, mais cette question du pouvoir d'agir, tout simplement. Est-ce que je peux intervenir sans répondre, parce que c'est pas une question, c'est une affirmation, mais c'est une affirmation qui indique comment en fait une organisation doit bien fonctionner. C'est-à-dire que pour qu'une organisation fonctionne bien, il faut reconnaître que chacun a un pouvoir et qu'effectivement on est dans une pluridisciplinarité où les compétences doivent pouvoir se compléter et doivent pouvoir s'articuler entre elles pour pouvoir
se mettre au service justement des personnes. Et du coup, ça m'amène à mes livres en fait que j'ai amenés ici. C'est-à-dire que dans les services, nous avons une structuration en fait qui est très opérationnelle avec le projet personnalisé, où en fait il y a des temps de réunion où tous les professionnels peuvent partager leurs expertises pour pouvoir construire le projet pour la personne et donc après le présenter aux parents pour le valider ensemble. Et donc cette pluridisciplinarité, c'est vraiment un partage des savoirs qui appartient aux professionnels qui sont en exercice. Et moi, ce que ça m'évoque, ce que vous dites, c'est que finalement, celui qui aurait, semble-t-il, le plus de pouvoir, à savoir le directeur par fonction, en réalité, c'est lui qui doit être au service, justement, de celui qui a le plus de pouvoir en relation. Et le directeur doit permettre la relation dans une institution. À partir du moment où l'organisation ne permet plus la relation, comme notre collègue l'expliquait tout à l'heure, où on en arrive à une maîtrise du temps, à compter les piqûres, les 10 minutes, les machins. Voilà, on a tué le travail social, médico-social. Donc en fait, nos organisations, elles doivent être au service de la relation. Et la relation, elle se vit avec des professionnels compétents qui ont besoin de temps pour la vivre. Et donc qui ont besoin de confiance. Et donc c'est là-dessus où moi, je partage complètement votre propos, qui est porté d'ailleurs par le rapport Pifto, et je me mets dans l'ombre de la contribution de Madame Tesnas au GPF. Ça se paye, les compétences, ça se paye. Et ça fait longtemps qu'on le dit, si on veut l'attractivité des métiers, on ne doit pas seulement être dans nos métiers parce que nous, on est attachés au sens et qu'on a compris que c'est ce qui nous motive d'être au service des personnes qui seraient les oubliés de notre société, mais que cet engagement, il ne tient pas... Nous, on le paye, cet engagement, au final, depuis qu'on s'est engagé dans ces métiers-là. Donc, ça fait des années que les professionnels et aussi nos associations, normalement, les gouvernants sont au courant de ça. Donc, nous, on fait notre travail. Maintenant, la parole est portée. L'attractivité des métiers avec la crise Covid, elle passe par les salaires. Voilà, si on veut être attractif, évidemment qu'une compétence, ça se paye. Aujourd'hui, et c'est tout le mérite qu'on doit reconnaître au métier, c'est que toutes les personnes qui restent et qui sont là, c'est qu'elles sont surtout attachées au sens de leur travail et qu'elles ont le goût de leur travail, qu'elles aiment leur travail et qu'elles disent que leur travail est difficile et il est dur, non pas pour qu'en face de nous, on nous dise « Ah, c'est bien, vraiment c'est dur ce que tu fais, c'est peut-être un peu difficile, en plus t'es pas forcément bien payé, tu devrais changer de métier. » Non, nous quand on dit que c'est difficile, on aimerait bien que la société nous reconnaisse du courage, nous reconnaisse de l'engagement, nous soutienne, nous écoute, nous entende, même si elle n'a rien à dire, mais qu'on soit soutenu par une société. Quand les soignants étaient applaudis au balcon, on était dans la bonne direction peut-être. Donc le salaire, c'est quelque chose qui est attendu en fait dans le milieu. Moi, je veux juste compléter ce que vous dites, Sébastien. C'est qu'aujourd'hui, alors je l'ai dit, 12 professionnels sur 32. Un matin, pour avoir 3 professionnels sur une unité, j'ai un fixe, 2 intérimaires. C'est le fixe qui va accompagner le collègue qui est de passage, qui ne connaît pas le polyhandicap, qui ne connaît pas notre fonctionnement. Et on en parlait pour venir sur la route avec Yann, qui est MP. Il nous disait, ce jour-là, j'avais chaud, parce qu'il faut dire, il faut redire, répéter et avoir les yeux partout, parce que cette personne qui est là, elle n'a pas fait gaffe que le jeune, en fait, finalement, il avait une GPE, il lui a donné à manger. Allons-y, quoi. Alors, nous, directeurs, on a déjà chaud. On se dit, mince, oui, on est encore beaucoup en proximité avec vous. Mais vous êtes avec eux, avec les collègues de passage, avec les résidents. Vous devez assurer la sécurité du résident pendant toutes vos heures de service. Et Yann me disait à juste titre, j'avais chaud et c'était dur. Ouais, c'est dur. Purée, vous faites des sacrés métiers, quoi, les gars. Et ça, effectivement, quand on parle de valorisation... aujourd'hui, moi, si je peux me permettre d'être dans mon bureau, c'est parce que j'ai des collègues fixes qui assurent derrière, en minorité, mais qui le font bien.
Et donc merci pour ça. Ben, moi, j'avais une question pour les professionnels qui sont dans la salle. Qu'est-ce que vous avez besoin pour vous autodéterminer? Parce que c'est de vous dont on parle. On ne parle pas des directeurs, on parle de vous. L'autodétermination, ça vous concerne directement. Non, mais juste du temps. Du temps. Pour pouvoir faire des projets convenables, pour penser les activités, pour tellement plein de trucs, du temps pour avoir se concerter en équipe, pour toute l'organisation, pour avoir le temps de pencher à chaque jeune individuellement, de comment l'accompagner au mieux, de réfléchir sur les projets surtout, du temps surtout. Je voulais apporter, excusez-moi, un élément de réponse à l'interpellation de Sébastien. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'on est tous d'accord avec toi. L'expertise essentielle, elle est dans le quotidien, elle est dans l'accompagnement. D'ailleurs, c'est le cœur de notre travail à tous. Alors plus ou moins à distance, plus ou moins au quotidien, mais c'est le sens de notre travail. Donc on ne peut que se poser la question de comment redonner le sens plénier à notre travail, qui est celui-là, qui est l'accompagnement au quotidien, après les propositions, puis le développement de l'autodétermination qu'on a apporté. Moi, j'ai acquis quelques convictions par rapport à ça pour rendre effectif ce que tu dis. J'en ai deux assez simples, mais qu'on pourrait développer après. La première, c'est que la dimension hiérarchique est totalement inefficace pour ça. Alors, elle est nécessaire, c'est un mal nécessaire parfois. Je sais pas, je prends souvent l'exemple du circuit du médicament. Le circuit du médicament, ça relève pas de l'autodétermination de l'aide-soignante. C'est quelque chose qui est défini par le cadre légal et on l'applique, et voilà, c'est la loi. Mais au-delà de ça, je crois que pour porter ce que tu dis, la responsabilisation de chacun, ça ne peut pas passer seulement, en tout cas par la dimension hiérarchique. Et c'est là où je trouve que la réflexion de Pifto, l'effet miroir des pouvoirs d'agir, les transformations managériales, organisationnelles que ça doit induire, là pour le coup, porte clairement cet objectif de responsabiliser chacun sur son champ d'intervention. Chacun à sa place. Mais on ne peut faire que le constat que c'est des processus très longs. Si on reprend l'exemple de l'émergence de la société industrielle donnée par Laloux, en fait, les premières apparitions de la place des ingénieurs dans la société française, c'est Léonard de Vinci au moment de la Renaissance. Et donc ça aboutit au XXe siècle, en fait. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on partage tous justement ce que tu dis, comme la volonté que chacun retrouve sa liberté d'action dans son propre périmètre et la reconnaissance de son expertise. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses, pas complexes, mais très importantes à mettre en œuvre pour qu'on y arrive effectivement. Mais de fait, la place des professionnels du quotidien, elle est absolument centrale et elle doit être posée et reconnue comme telle, y compris sur les éléments salariaux, hein, c'est absolument certain. Et avec la dimension temps, comme ça a été très justement dit. Bonjour. Moi, j'aurais posé une question à monsieur Hibon. Quelle nécessité vous voyez
à M. Ibon, quelle nécessité vous voyez de l'absence des cadres lors des GAP? Parce que moi j'ai des expériences avec les cadres. À partir du moment où il n'y a pas de notion d'évaluation hiérarchique, on parle de co-construction, on parle de... Je vais en même temps répondre sur mon autodétermination. Quand je suis en GAP et que je donne une vignette thérapeutique par rapport à un enfant, je l'assume complètement, c'est ma profession, je dis tout ce que je dis. Il y a un cadre et tant mieux parce qu'on partage. Enfin, quel sens ça a si je dis on est une petite structure, quand il y a un chef de service ou quand il y a une hiérarchie qui traîne dans les couloirs et que j'évoque l'emprise que peut avoir une poignée sur un enfant, quel sens ça a si la personne qui est cadre ne comprend rien à ce que je raconte? Oui. J'espère que votre hiérarchie ne traîne pas trop dans les couloirs, mais que vous pouvez lui parler plutôt facilement. C'est une chose. En plus, il faut se méfier de la docta et des dogmes. Il est inscrit nulle part dans les marbres que l'analyse de pratique professionnelle est interdite au cadre. Moi, j'en profite pour faire une petite parenthèse qui permet de comprendre mieux ma démarche. J'ai fait plusieurs formations. J'ai été directeur d'établissement pendant plus de 20 ans, en psychiatrie, dans l'aide sociale à l'enfance, etc., etc. En même temps, comme dirait l'autre, je m'intéressais énormément à tout ce qui relève de l'analyse de pratique. Je me suis formé. Bon, bref, je vous passe. Ma vie n'a aucun intérêt en soi, mais c'est important de le savoir pour savoir comment j'ai, vers une période de la fin de ma vie, peut-être de manière pas très raisonnable, mais ça, l'avenir le dira, décidé de m'arrêter d'être directeur pour me consacrer uniquement à l'analyse de la pratique, parce que je voyais combien c'était nécessaire dans les rouages des établissements dans lesquels j'avais été directeur. Donc ça, c'est une chose. Je n'interviens pas où j'étais directeur, bien sûr. Donc j'en reviens à votre question. Tout est dans l'histoire de la confiance. Que vous mettiez en place de l'analyse de la pratique professionnelle et ou de la supervision. On va mettre de côté les notions de régulation et de groupe de parole qui relèvent de... Bon, alors, tout est fait pour être croisé, tissé, mais ça me paraît plus rigoureux de mettre ces deux-là de côté, excusez-moi. Moi, ça m'arrive, j'ai mis ça en place autrefois, quand j'étais directeur paléolithique, et je travaille dans des établissements où je fais de l'analyse de pratique de cadres, et uniquement de cadres, et où un autre collègue fait de l'analyse de pratique avec les non-cadres, on va dire. Bon, voilà. La supervision et certaines autres choses, ça m'arrive de travailler avec des équipes où le cadre est présent parce que ça fait partie du contrat de confiance qui s'est mis. Et c'est la demande. Et je veux dire, bon, contrairement à ce qu'on dit, les psychanalystes ne sont pas forcément ultra psychorigides. Donc on peut très bien se plier, s'assouplir à beaucoup de choses. Le tout, c'est qu'il y ait une attente, qu'il y ait une demande, même si la demande, c'est un point d'interrogation. Et qu'ensuite, on travaille ensemble et que sur le premier temps, on fasse un bilan pour voir si ça correspond à ce qui est attendu. Donc, je vous dirais, alors, je sais, hein, je fréquente beaucoup de gens qui font de l'analyse de pratique, qu'il y a parfois des idées très arrêtées, des dogmes qui sont posés de manière très forte. En plus, en France, on est très très fort pour ça. On aime bien, hein, je pense, donc je doute, donc je vais te dire au bout d'un moment, on dit arrête de penser, dis-moi un peu quelque chose de concret. Mais je vois que le Québec approuve. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait vraiment une demande institutionnelle. Moi, ça m'est arrivé de dire à des équipes, moi je ne travaille plus ici, parce que vous n'attendez rien, en tout cas vous n'attendez pas ce que j'apporte. Donc soit vous, soit vos cadres, soit je ne sais pas qui, n'ont pas compris quelle est la demande que vous attendez, mais en tout cas je n'ai pas une bonne réponse, donc je vais vous amener un stress de plus. Donc il vaut mieux arrêter. Donc on arrête.
et il trouve autre chose de mieux, parce que je fais le bilan après. Dans votre question, et j'ai envie de vous poser une question en retour, même si on vous a déjà chipé le micro, parce qu'évidemment, madame, elle est le maître du temps, c'est normal. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui fait que ça vous met mal à l'aise ou que ça met mal à l'aise le cadre? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un malaise de ne pas savoir ce qui se dit quelque part et de ne pas savoir jamais ce qui se dira quelque part? Qu'est-ce qui fait qu'on est plus à l'aise de le poser là plutôt qu'avec le cadre qui est référent? Ou alors l'inverse, qu'est-ce qui fait que le cadre, je ne sais pas si vous êtes cadre ou pas vous-même, je ne sais pas, mais si vous êtes cadre, qu'est-ce qui fait que vous êtes mal à l'aise avec le fait que des choses se disent dont vous ne saurez jamais rien, si j'ose dire? Non, excusez-moi, je suis masseur-kinésithérapeute. Donc je suis sur le terrain, je fais partie des groupes d'analyse de pratique. Il y a eu des expériences avec des cadres que j'ai trouvé plutôt intéressants parce que tout se partageait. Je vous dis, à partir du moment où il n'y avait pas, où c'était posé dès le début qu'il n'y avait pas d'évaluation hiérarchique, on est là pour partager. Les erreurs, on les partage. Les avances, tout est. C'est pas le travail, oui, c'est bien que ce soit comme ça, oui. On n'est pas là pour s'inter-évaluer, c'est pas l'endroit. Non, mais la présence des cadres peut induire ça. À partir du moment où c'est posé dès le départ, je pense que. On parlait tout à l'heure des erreurs. Les erreurs, c'est des. On peut parler, on va citer Mandela, je veux dire, je perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne, soit j'apprends de mon erreur. Je pense qu'il y a un partage nécessaire, on parle de co-construction, et vous, dans vos préambules, vous avez présenté des groupes d'analyse de pratique en dehors des cadres. Donc je demandais si c'était une nécessité pour vous, cette absence de cadre, ou si on peut évoquer la présence des cadres. Et dans ce cas-là, je trouve que la co-construction et le travail qu'on fait sur le terrain est beaucoup plus reconnu par la hiérarchie. Et quand on parle d'autodétermination, c'est aussi une façon de s'autodéterminer, d'assumer son travail au quotidien et d'assumer ses erreurs, ses interrogations et ses questionnements. Je vais me permettre, si la confiance y est, ça résout beaucoup de questions que vous posez. Une seconde, si madame vous permettez. Je pense que ma voisine a quelque chose à dire là-dessus. En fait, je veux juste vous donner un exemple. On parle d'erreur. J'ai une salariée qui a fait une erreur dans un accompagnement. L'équipe m'a fait part de son erreur. Je l'ai reçue en mesure disciplinaire. Elle m'a dit, Madame Roberts, la sanction que vous allez me donner, je la comprends pleinement. Si j'ai un avertissement, j'ai un avertissement. Mais vous savez, ce qui m'est plus difficile aujourd'hui, c'est que mes collègues m'ont pointé du doigt. Ils ont reconnu mon erreur. Et pour elle, c'était... Donc, je me dis, même si cette erreur a été transmise dans un APP, que je sois là ou pas, en fait, finalement, l'impact aurait été le même. C'est pas en mon absence qui aurait changé quelque chose ou ma présence qui aurait changé quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment de confiance, l'équipe et moi. Et moi, en tout cas, dans ma pensée, aujourd'hui, si les collègues veulent que je participe à l'analyse de pratique, pourquoi pas. Mais dans ma conception, c'est leur espace. Ils en font ce qu'ils veulent avec la personne qui vient dans les murs et en qui j'ai pleinement confiance. Donc voilà un peu pourquoi aujourd'hui ça se matérialise de cette façon chez nous. Voilà. Le temps que le micro vous arrive, 2 secondes et après je me tais. Moi j'ai la faiblesse de penser que le fait que des questions aient pu être abordées en analyse de pratique facilite la manière dont elles sont amenées ensuite auprès des cadres. J'en dirai pas plus parce que j'ai un devoir de réserve. Et il m'est arrivé, alors c'est pas dans cet établissement donc j'en parle à l'aise, il m'est arrivé d'avoir des travailleurs qui me disent « Est-ce que pour telle séance on voudrait parler de ça, ça vous embêterait si on invite la chef de service, parce qu'on aimerait bien qu'elle soit là ?» Ce à quoi j'ai dit, moi, si ça ne vous embête pas, et si elle, ça ne l'embête pas, moi, ça ne m'embête pas, mais allez lui demander. Et ça se met en place comme ça. Et puis j'ai envie de dire, c'est tout. On est toujours sur la confiance, et donc je rends le micro. Je veux...
Oui, voilà, j'en profite pour avoir le micro déjà pour remercier parce que j'ai passé 2 jours incroyables et je suis vraiment contente d'être là par rapport à la qualité des interventions, des propos tenus. Par rapport à cette question sur qu'est-ce que j'ai besoin en tant que professionnel, pour répondre à ta question, de temps peut-être, peut-être pas, peut-être qu'il faut aussi qu'on apprenne à faire avec le temps qu'on a et il ne s'agit pas non plus d'être atteint de réunionnite parce que l'autre risque serait celui-là. Et multiplier les réunions, c'est pas non plus une solution. Mais je suis d'accord aussi avec les collègues, il faut aussi du temps pour pouvoir se retrouver. En tout cas, apprendre à organiser les choses autrement, il me semble que c'est une piste aussi. Donc qu'est-ce que j'ai besoin aussi en tant que professionnel? Ce serait de l'écoute, de la reconnaissance de la part de la direction. Alors pour le coup, moi j'ai la chance de travailler dans un établissement où j'ai cette écoute, où il y a ce travail de partenariat en transversalité. Alors c'est à Annecy, hein, donc ne cherchez pas ici dans la région parisienne. Par contre, en tant que formatrice, force est de constater qu'il y a beaucoup d'établissements où cette écoute n'existe pas. Monsieur Sampéry, hein, vous disiez, vous étiez maître d'œuvre à l'écoute. Quand, en tant que formatrice, je recueille ces propos qui sont de dire, ben voilà, nous, en tant que professionnels, on nous dit, sous prétexte de la libre circulation des résidents, nous ne fermons aucune porte à clé. Nous laissons les résidents se lever en plein milieu de la nuit, prendre le risque de descendre les escaliers, de se casser la figure. Quelle responsabilité pour la veilleuse de nuit. On imagine le trac, le stress dans lequel elle se retrouve quand elle prend son service au début de soirée et quelle est cette injonction de ne fermer aucune porte à clé. Un exemple. Un autre exemple, c'est le résident qui se sert dans le frigo, 3 camemberts à la fois, parce que le frigo n'est pas sécurisé. Enfin bon, des exemples comme ça, j'en ai 36 000. Et à l'inverse, ce qu'on a aussi pu me rapporter, c'est, voilà, nous, on ferme les portes à clé des chambres pour la mise en sécurité des résidents, soit de l'enfant lui-même, soit par rapport à la mise en sécurité des autres enfants. Et il y a cette espèce de grand écart, et j'imagine bien que pour un directeur ou une directrice d'établissement, ça peut être compliqué de prendre cette décision de fermer, de pas fermer. Alors on nous dit contention, prescription toutes les 24 heures. Quel établissement fait une prescription toutes les 24 heures? Enfin, c'est un truc de malade. On s'en sort pas. Pour rien au monde, je ne voudrais être directeur d'établissement. Hein, voilà. Mais je me pose la question d'un point de vue législatif, d'un point de vue cadre législatif. Qui est responsable? Qui n'est pas responsable quand le résident se casse la figure dans les escaliers avec cette injonction d'une directrice qui dit voilà, sous prétexte de la libre circulation des personnes, on ne fermera rien à clé. Et un tout dernier exemple, un résident qui choisit, on a parlé du pull-over bleu et du pull-over rouge, un résident qui va choisir de mettre un short alors qu'on est en plein hiver. Je vous laisse imaginer en Haute-Savoie ce que ça donne. Merci. Alors, si vous le permettez, plus on a des professionnels qui sont compétents et plus les directions sont en situation de confiance. Et donc la confiance pour une direction, c'est fondamental. Et transmettre de la confiance aussi, c'est essentiel. Je suis venu pour vous dire que, en fait, ce qui est important, c'est effectivement, il me semble, et c'est dans le rapport Pifto, c'est que le directeur surtout ne se fasse pas piéger derrière son ordinateur et isolé face à toutes les contraintes qui existent, puisque chacun d'entre nous, nous exerçons des métiers difficiles et le métier de directeur est un métier difficile, et parce qu'on partage la parole aussi avec les autorités qui ont besoin d'avoir des indicateurs, ils ont besoin d'avoir de l'information, donc il y a un traitement de l'information, et le directeur, il est à la jonction de tout ça. Et là, ces dernières années, on a eu beaucoup de choses qui sont arrivées, parce qu'on cherche... Il y a des rencontres de culture, la performance, qui n'est pas forcément la culture de notre métier. Et donc, le directeur, il est au risque de la noyade. Et un directeur qui est noyé derrière un ordinateur, c'est un directeur qui ne reste pas très longtemps. Et du coup, l'enjeu, c'est de réussir justement à transformer ce qui peut être des objectifs pour les uns en moyens dans l'institution, tous les outils qu'on a comme moyens, pour justement... que le directeur soit pas dans les couloirs et soit pas dans son bureau, mais soit avec les équipes et à l'écoute des équipes. Et c'est là où c'est passionnant. Et quand un directeur réussit à rejoindre les équipes et qu'il est accepté par les équipes parce qu'elles ont compris que, en fait, lui aussi, il a un pouvoir, mais qu'elles ont un pouvoir aussi, et qu'on partage ces pouvoirs au service de nos missions, eh bien là, c'est gagné. Et là, l'institution, elle vit parce que tous les métiers de l'institution se complètent. Et donc, moi, je suis venu juste pour vous dire que j'ai réussi
à rejoindre mes équipes m'ont fait confiance. On passe forcément par des mises à l'épreuve, hein, c'est normal, il faut passer à travers le feu. Hein. Donc si on traverse le feu et qu'on n'est pas carbonisé ni d'un côté ni de l'autre, eh bien on rejoint, je dirais, la sève de l'établissement. Et là, c'est fabuleux. Et ce qui se passe dans le polyhandicap, c'est fabuleux. Alors, il y a beaucoup de richesses, c'est pour ça que je suis venu avec beaucoup de choses. Il y a donc le projet associatif, forcément, qui est une richesse. Si ça reste dans un bureau et que ce n'est pas partagé entre collègues, je veux dire, bon, ça ne sert à rien en fait. Un projet d'établissement, c'est pareil, ça doit être construit en équipe et ça doit vivre et ça doit porter un projet collectif. Donc le directeur, il doit animer le projet, enfin, la construction de la pensée, l'intelligence collective. Le projet personnalisé, c'est pareil. Il faut trouver les mots les plus fins pour parler de ce que vit l'enfant qui n'a pas les mots. Quelle responsabilité? La chef de service, elle doit être au service de cette parole. Et le directeur, il doit être le garant qu'on puisse présenter aux parents une parole qui corresponde à ce qu'ils connaissent de leur enfant, voire même éclairer d'une autre façon la connaissance qu'ils ont de leur enfant. Et puis, donc, il y a les projets personnalisés et il y a tous les savoirs que nous avons dans le polyhandicap. Et alors, j'ai ramené le fameux livre du polyhandicap qu'il ne faut pas lire le soir quand on se couche parce que c'est dangereux. S'il nous tombe sur la tête, c'est dur. Donc voilà, là, il y a plein de savoirs. Donc, moi, quand j'ai voulu rejoindre les équipes, j'ai pris cet ouvrage. Il y a beaucoup de choses dans cet ouvrage qui ont été écrites. C'est de l'intelligence collective. Et là, on est dans l'intelligence collective. On partage tous ces mots pour pouvoir construire notre culture ensemble. Et là, on devient super fort. Parce qu'une institution, finalement, c'est une chance. Le matin, on se lève pour aller se retrouver un collectif. Et si le collectif, il est d'accord, on est d'accord et qu'on a réussi à dépasser des histoires de cadres, non-cadres et tout, qui doivent se dire. Si on réussit à être un collectif, on est super puissant parce qu'on a la pensée de nos penseurs qui nous ont déposés, qu'on peut partager, on peut construire nos textes, on construit notre culture, on peut prendre la communication, la parole pour communiquer. Et pourquoi on le fait? Pour faire exister les personnes polyhandicapées qui font qu'on est là pour elles. Donc en fait, nos institutions, c'est des lieux de force. Alors, effectivement, on est tous au risque de la noyade. Il y a cette histoire de temps qui est fondamentale et de relations. Et là, il y a l'Agence régionale de santé qui est venue à nous pour écouter. La relation, c'est ce qui est le plus important, la relation d'accompagnement. Et nous, une fois qu'on a fait tout le travail de mise, je dirais, au service de l'argent que nous donne l'Agence régionale de santé, il faut reconnaître que, heureusement, sinon on ne serait pas là. Donc tout cet argent, si on le met vraiment au service, voilà, on peut effectivement, je dirais, être très fort. Et le rôle du directeur, c'est quoi? C'est de vous permettre de travailler simplement, d'aller chercher des compétences comme monsieur avec donc ce qu'il nous a présenté ce matin, les nouveaux outils, la nouvelle technologie, l'high-tech, mettre en valeur la communication alternative augmentée. Donc effectivement, vous avez raison, il y a un défi pour les directions de ne pas être à côté de la plaque. Si vous avez des directeurs qui ne connaissent pas, forcément ça va créer toute une organisation qui sera malade. Mais donc le défi pour les directions, effectivement, c'est d'être vraiment, je dirais, dans le respect absolu des compétences et permettre aux professionnels de pouvoir faire de la recherche et puis après la ramener. Et nous, on peut être qu'en position d'humilité parce que nous, notre champ, c'est l'organisation. On organise pour vous permettre de faire le travail. Si on réussit, on gagne. Si on ne réussit pas, de toute façon, il faut changer de directeur et puis tout le monde est pas bien, quoi. Voilà, j'étais juste venu vous dire ça en fait. J'ai réussi. Alors, très rapidement, c'est effectivement pour un peu reprendre la nécessité des gens de terrain. Je crois qu'effectivement, ce qui est important, c'est de prendre le temps de la rencontre pour restructurer, de savoir, de connaître. Et je dirais que la confiance, ça se construit. Et que, voilà, nous, on se retrouve avec une direction qui vient d'arriver et on n'a pas les mêmes codes. Et voilà, et c'est...
Donc ça ne fait que reprendre, donc prendre le temps, trouver des espaces, et c'est pas forcément en quantité, mais en qualité. Merci beaucoup. Décidément, le temps et la confiance, on n'en sort pas. Je profite de ce que je reviens sur l'estrade pour faire une demande au CESAP qui est là. Cher Monsieur Sampéré, j'aime beaucoup ce livre que je trouve remarquable, celui de la personne polyhandicapée, à ceci près que les malheureux comme moi atteints de polyarthrite rhumatoïde ne peuvent l'utiliser que 1 jour sur 3. Et donc, il faudrait le scinder en 2. Je dis ça si par hasard l'équipe du CESAP, au lieu de causer entre elles, écoutez ce qui se dit. Donc, qui de vous? Je voulais amener une réflexion de M. Pifteau par rapport aux situations que vous avez évoquées de mise en danger dans l'établissement que vous évoquiez. Pifteau fait une différence très illustrante entre le risque et le danger en disant que l'autodétermination ou le pouvoir d'agir induit nécessairement une prise de risque, mais qui doit être bien sûr réfléchie et qui ne doit en aucun cas devenir un risque de danger pour la personne. Donc voilà, je trouve que c'est une réflexion qui illustre bien la façon dont on peut gérer ces situations où il y a une mise en danger et qui n'est pas acceptable pour personne, on va dire. Une autre intervention, vous qui êtes sur l'estrade? Non? Vous avez une intervention encore dans la salle? Ah, il y a des questions qui appellent forcément une réponse. Bonjour, je m'appelle Yann Koba et je suis à la masse des Molières depuis quelques années. Donc j'interviens. Merci déjà pour cette invitation et je suis heureux d'être là. Je m'accompagne des résidents matin, soir. Et j'interviens parce qu'il y avait une maman qui a parlé ce matin, soit disant comment on accueille les enfants qui grandissent et qui viennent dans les autres côtés. Ça me rappelle moi-même mon autodétermination parce que je viens de l'autre côté du pays. Et quand je suis arrivé ici, c'était très dur. Langage, la nourriture, le temps, le froid, tout a changé. Donc faites confiance à nous qui accueillons vos enfants. Ça fait partie de notre famille aujourd'hui. Parce que quand on est avec eux, on est plus à la masse que chez nous. Malgré que ce qu'on nous paye, ça ne vaut pas. Mais on est content d'être là, on les accueille, on les prend comme notre famille, on partage tout avec eux. Et en tant qu'AMPE, on a besoin de temps, de confiance et de moyens pour nous faire faciliter le travail. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment une très belle intervention. Je veux dire, là, je réagis en tant que parent. Et c'est vrai que ce sont des choses qui font plaisir à entendre. Je vous raconte juste une toute petite anecdote un jour où j'ai ramené mon fils à la fin des vacances à la masse. Avec une tête comme ça, je parle de moi. Hein. Et donc, en me disant, on a passé des vacances super, ça aurait été tellement bien que ce soit un peu plus long. Et il a été accueilli sur le seuil de la masse par une éducatrice, Muriel, charmante, avec un sourire soleil. Et là, j'ai vu mon fils lui balancer un sourire merveilleux, qui l'a illuminé de la tête aux pieds. Et ce jour-là, j'étais remplie de bonheur, en me disant, mais c'est génial, il a sa propre vie, avec des gens que lui aime et qu'il est content de voir. Et donc, merci pour cette parole, parce que ça correspond exactement à ce dont tous les parents, je pense, rêvent, et ce que vous essayez tous de mettre en place, et je trouve ça formidable. Et du coup, je vais en profiter lâchement pour un petit coup de militantisme. J'ai déjà dit un certain nombre de choses, parfois désagréables, et je ne m'en repens pas.
sur les établissements pour adultes. Mais vous savez que nous sortons de la CNH, qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais qui sont restées, peut-être qu'il manque un tout petit peu de précision, on va le dire comme ça. Enfin, nous aimerions bien avoir un peu plus de précision. Et donc, je vais profiter encore plus lâchement de la présence dans la salle de Madame Adèle Gaudreau. Tout le monde sait que Madame Adèle Gaudreau est à l'ARS Île-de-France, chargée de mission, notamment pour le polyhandicap, et lui dire, est-ce que vous pensez que j'ai raison d'être optimiste? Je sais que vous ne pouvez pas dévoiler des choses qui ne sont pas encore claires pour tout le monde, mais dites-nous juste ce que vous en pensez. Merci. On n'est pas beaucoup, je trouve, de l'autre côté, là. Non, bah, du coup, vu que vous me donnez la parole, donc merci pour cette journée, enfin ces journées, même si on est venu nous qu'aujourd'hui. J'ai trouvé ça très fort de partager ces témoignages famille, professionnels, et c'est vrai que les deux premières interventions de ce matin étaient vraiment voilà, fortes en retour, et qui continuent cet après-midi sur le regard croisé professionnel et équipe de direction. Et vous l'avez dit tous, je pense, à plusieurs reprises, sur la nécessité de regarder ensemble dans le même objectif, de co-construire, d'avoir les mêmes ambitions. Donc, même si je sais que c'est complexe et que des métiers très difficiles aussi pour l'avoir vécu, et que vous attendez beaucoup, donc on ne va pas représenter avec Lorraine tous les pouvoirs publics à ce jour, mais en tout cas, voilà, sachez que, en tout cas, nous, dans notre département, qu'on représente aujourd'hui, dans notre département en Île-de-France, on a la volonté de co-construire dans les mêmes ambitions que vous avez partagées aujourd'hui tout au long de ces 2 journées. Et donc là, on espère vraiment que ces annonces faites par la CNH, donc où notre président directement a annoncé la création de ces nouvelles solutions, qui sont très nombreuses a priori sur le territoire, et qui vont vraiment, on l'espère, apporter des réponses en termes de toutes ces solutions qui ont vraiment besoin de réponses, et notamment donc sur les régions les moins dotées. Donc l'Île-de-France fait vraiment partie des régions sous-dotées. Donc on a été, l'annonce faite au niveau de la CNH montre vraiment que l'Île-de-France et les départements d'outre-mer sont prioritaires. Donc on n'a pas encore de fléchage dédié sur le nombre de solutions qu'on va pouvoir créer sur la région. On n'a pas encore de crédit dédié, donc ça reste quand même des ambitions qu'on attend vraiment qu'elles puissent aussi s'affiner, mais on sait que la machine est quand même en route. Ça fait plusieurs mois qu'on produit énormément de données, de remontées d'informations, pour mettre en évidence la nécessité d'avoir ce qu'on appelle ce plan de rattrapage sur l'Île-de-France, qui est un mot moche, et on va lui en trouver un autre beaucoup plus à l'image de ce qu'on veut porter, d'évolution de l'offre et des réponses. Donc on espère avant l'été avoir les fléchages précis sur les différentes régions les plus concernées, notamment donc en ce qui nous concerne l'Île-de-France, en termes de solutions qu'on pourra créer. On sait que ça va être pluriannuel, donc comment ça va se dessiner dans le temps, aussi pour avoir cette volonté, en tout cas, qu'elle se construise de manière qualitative. Donc voilà, ça a été annoncé, il y a des crédits dédiés, des moyens, on l'a dit, il en faut. Après, maintenant, il faut, je pense, continuer à co-construire, et le GPF et toute la grande team associée ici, et qu'on viendra vers eux pour aussi construire des cahiers des charges, des attentes, pour tout ce qui est appel à manifestation d'intérêt ou autres, qui puissent se co-construire pour aussi refléter les attentes en termes d'accompagnement, de qualité, de prise en compte, toujours on porte, de l'ensemble des parties prenantes, donc avec la personne concernée en premier lieu, les familles, les professionnels, pour aussi continuer cette dynamique d'avancer tous dans cette même... Voilà. Donc là, on a un peu d'espoir quand même, parce que c'est des belles annonces qui ont été faites, qui vont être challengeantes pour qu'on les fasse bien. Donc on attend, voilà, et ça sera partagé dès qu'on le pourra pour avoir des précisions, mais voilà, c'est déjà des bonnes annonces. Il faut qu'ils se concrétisent.
Ben, écoutez, merci beaucoup, parce que c'était vraiment quelque chose qui fait plaisir à entendre. Et j'ai adoré cette expression du GPF et de la team, parce que... Mais c'est exactement le cas. Mais c'est exactement le cas. Et en tout cas, c'est une des ambitions du GPF, et c'est une famille large, puisque c'est professionnels et parents. Mais effectivement, tous avec une ambition semblable, c'est d'accompagner le mieux possible nos enfants et nos amis polyhandicapés. Un mot de la fin. Merci. De même. Merci beaucoup. Si je dis pas merci, ça... Non, mais je pense qu'on avance ensemble et c'est ça qu'il faut retenir, peu importe la place qu'on occupe dans l'organisation, résidents, enfants, familles, et nous acteurs qui accueillons en fait à l'intérieur de nos murs ou à l'extérieur. Je pense que voilà, c'est vraiment cette autodétermination n'a de sens que si elle est commune et qu'on avance ensemble. Voilà. Oui, un petit peu plus qu'un mot aussi. Tout à l'heure, vous avez, après votre témoignage très touchant, dit que vous aviez besoin de moyens. C'était en filigrane de tout ce qu'on a évoqué, on va dire, cette question des moyens. Elle est absolument déterminante. Le premier indicateur qu'il faut retenir pour qu'un établissement fonctionne bien, c'est tout simplement le taux d'encadrement. Si on n'a pas le taux d'encadrement à la hauteur des besoins des personnes accompagnées, on est maltraitant du début de la chaîne au bout de la chaîne. Et le début de la chaîne, c'est l'État, c'est le gouvernement. C'est ce qu'évoque Pifto aussi. Enfin, il ne le dit pas dans ces termes parce que ce n'est pas le sujet de son rapport. Mais en fait, c'est une transformation complète, sociétale qu'on attend, où on reconnaît la place et la citoyenneté en réalité des personnes que l'on accompagne. Donc cette question de moyens, elle est essentielle. Et c'est très nettement, ça fait partie du plaidoyer permanent du GPF, d'inscrire tous les échanges qu'on peut avoir, comme on en a eu depuis 2 jours, dans la réalité d'une politique publique. Voilà, donc on est en attente. On espère que ce qu'a évoqué Madame Gaudreault, effectivement, se réalisera avec la qualité que vous avez évoquée aussi. Voilà, donc effectivement, c'est une question absolument centrale, parce que sinon on est dans l'illusion, d'une certaine manière, par rapport à tous ces sujets.